Dans l'obscurité, la chercheuse Sims se lève, faisant léviter son corps. Des veines noires tordues sur une peau pâle et moite. Ses yeux roulent en arrière tandis qu'un filet d'ichor sombre coule de sa bouche. Quelque chose en elle résonne d'un rire terrible, comme venant du fond d'un puits profond et ancien. Je suis un zéro-atomiste, bande d'abrutis. La voix ricane en langue morte. Nous traînons des crochets rouillés à travers son âme. Sa souffrance durera des millénaires. Le père McMahon, seul survivant, serre sa Bible et son crucifix en hurlant en anglais et en latin. Au nom du Seigneur, je t'expulse. Je t'expulse. L'une des mains des chercheurs souffrants se tend brusquement et pointe vers l'homme saint. Il est submergé par une vague d'énergie sombre, son corps ravivant chaque terrible souvenir. La perte de ses animaux de compagnie d'enfance, son père mort à la guerre, des amours perdus. Cette maison de retraite où il avait laissé sa mère, où elle a passé ses derniers jours à hurler la nuit. C'est la pire sensation qu'il ait jamais ressentie, et la présence sombre à l'intérieur de Sims ne fait que commencer. Le père McMahon est violemment projeté contre le mur, sentant une côte se fissurer et crachant un nuage de brume rouge. Avec la prochaine expiration paniquée, le père Bridges, son aîné dans l'église, est déjà mort. De l'autre côté de la pièce, la tête tournée à 180 degrés du sang s'écoule de sa bouche et le long de sa robe. Son vieux crucifix en bois doré se ratatine au sol comme du plastique sous une chaleur infernale. S'il y a un Dieu quelque part, et pour la première fois en 20 ans de sacerdoce, cela lui semble vraiment être un « si » pour le père McMahon. Il n'est pas dans cette pièce en ce moment, il n'y a que lui, tout ce qu'il reste du chercheur Sims et de cette chose. La tête de Sims se renverse à un angle anormal, tendant sa gorge parcourue des mêmes veines nécrotiques palpitantes. Quand les mots sortent de sa bouche, ils le font à l'envers, mais d'une manière ou d'une autre, le père McMahon comprend tout de même chacun d'eux. Elle m'appartient désormais, misérable. Une voix profonde et gutturale qui n'appartient pas à la chercheuse Sims. Pars tant que tu respires encore, ou tu souffriras comme elle. Du sang pourri goutte sur le sol depuis des plaies de stigmates, béantes dans les paumes et les pieds de Sims. Parodie de la crucifixion du Christ. Des asticots noirs et des vers rampent hors de la chair à vif et remontent le long des bras de la femme possédée, comme si elle était morte depuis des jours. Poltrix, le père McMahon, essaie de se convaincre que le démon essaie simplement de vous effrayer. Ayez foi et tout disparaîtra. Il essaie de se relever tandis que la chercheuse Sims pousse un hurlement de douleur qui semble ébranler toute la pièce. Il voit des fissures ramper le long des murs comme des cicatrices profondes. Des cafards et des araignées grouillent par centaines, sales. Le père McMahon tente d'ignorer la scène pour lire les rites sacrés dans sa Bible. « Vous nuisez à un enfant de Dieu », rugit-il. « Ce n'est pas votre domaine. Partez ou subissez sa colère divine. » À ce moment, le corps lévitant de Sims se met simplement à rire. C'est un rire de charognard, semblable au vent dans la cage thoracique d'un cadavre en décomposition dans le désert. Ses dents sont longues et acérées, sa langue noire comme le péché qui l'infeste. « Elle ne t'entend pas, créature, » dit la voix dans Sims. « Elle n'est pas ici. Il fait chaud là où est ton petit agneau. Voulez-vous que nous vous montrions ?» Soudain, McMahon sentit la sueur perler sur sa peau. L'air scintille sous la chaleur, la peau des bras et du visage de Sims brûle et cloque. Son visage se déforme, partagé entre la douleur de la possédée et le plaisir malsain du possesseur. C'est le second qui contrôle, le premier suit simplement. La vue du père McMahon se trouble avec la chaleur, provoquant vertige et étourdissement. Sa foi est son bouclier, mais il sent les sombres désirs de ce monstre percer ses défenses. Cela remplit son esprit de pensées terribles, meurtre, violence, cadavres, guerre, désolation, mort de masse. Il a envie de vomir, mais repense au séminaire, à la Bible et à sa foi en la toute-puissance. Là-haut, il sent les tentacules des ténèbres sortir de la chercheuse Sims, puis rentrer en elle. Sa foi,
Ça marche, il repousse la marée de l'oubli qui a pris racine chez cette pauvre femme. Il croit pouvoir encore gagner, la lumière triomphe des ténèbres, le visage du chercheur Sims se tord de rage. Encore de cette substance visqueuse, semblable à du goudron, remplie de morceaux nauséabonds, s'écoule entre ses lèvres. C'est comme si c'était le résultat physique de la terrible réaction spirituelle en elle, dans son corps et son âme. « Tu ne peux souiller mes pensées, démon », dit le prêtre, reprenant confiance. « Je suis pur d'esprit et d'âme. » « Et ton ami alors ?» La présence démoniaque s'étouffe dans la boue noire. Le père McMahon reçoit un coup sur le côté et tombe, mais ce n'est pas la force psychique qui l'avait déjà projeté contre le mur. Non, c'était quelque chose de bien plus froid et tangible. Il lui faut une seconde pour comprendre. Il vient d'être plaqué au sol par le cadavre ambulant du père Bridges, à la chair grise et marbrée, la tête toujours tournée en arrière. De sa bouche morte jaillit un flot ininterrompu d'obscénités en latin. Après tout, ce n'est pas comme si les morts avaient besoin de reprendre leur souffle. Il entoure la gorge de McMahon de ses mains et commence à serrer à travers la pièce. La chercheuse en lévitation, Sims, s'incline dans les airs pour mieux observer le chaos. Elle sème le chaos. Ses yeux noirs laissent couler sur ses joues du goudron épais et nauséabond. La bouche de Sims est tordue en un rictus, tel que McMahon préférerait presque mourir plutôt que de devoir poser à nouveau les yeux dessus. Si tu aimes ta créature divine, alors tu seras heureux de partir avec lui, dit la voix enfouie dans le corps volé de Sims. C'est mon cadeau pour toi. Les doigts morts de Père Bridge semblent si contre nature sur le cou de McMahon. Un corps en mouvement mais sans vie reste profondément troublant à ressentir, même après toutes les horreurs vécues aujourd'hui par McMahon. Il t'a laissé, créature. Le démon le nargue. Tu es plus mon enfant que le sien désormais. McMahon tente de résister, mais le corps de son ancien mentor reste inflexible. Il continue simplement à serrer, tout en délirant en latin, tandis que le manque d'oxygène commence à rendre McMahon si faible, si étourdi. Être plaqué au sol par un cadavre possédé qui tente de vous étrangler offre une nouvelle perspective sur la vie. D'ici, McMahon peut voir sous le lit, là où la source de toute cette douleur et de cette misère attend. Il distingue à peine le sac à main de la chercheuse Sims, caché là où personne debout ne le voit. À ce sac à main est accroché un porte-clés Labubu que nous connaissons sûrement tous maintenant. Des filaments d'énergie démoniaque lumineuse s'étendent, s'entrelacent et corrompent tout autour, transmettant des forces dépassant notre compréhension et ce monde. Essayant de toutes ses forces restantes de ne pas sombrer dans l'inconscience, McMahon tend la main sous le lit. S'il pouvait attraper ce fichu Labubu, peut-être pourrait-il en finir avec tout ça. Il tend le bras aussi loin qu'il le peut. Encore un peu, allez, juste un tout petit peu plus loin. Tu peux le faire, tu dois le faire. Mais peut-il le faire ? Pour répondre à cette question, revenons quelques jours plus tôt, au début de cette horreur. La chercheuse Sims n'était pas ordinaire. Elle travaillait pour la fondation SCP. Gérer des êtres anormaux très dangereux faisait partie de son quotidien. Ce n'était même plus excitant pour elle. Autrefois, cela la rendait malade de voir un employé de classe D être englouti vivant par une bête reptilienne géante. Désormais, elle regardait sa montre pour savoir quand il serait acceptable d'aller prendre un café à la salle de repos. Quand c'est votre travail, même les pires horreurs deviennent banales. La chercheuse Sims pensait cela avant de devenir elle-même sujet d'étude lors d'une journée apparemment ordinaire. En supervisant un nouveau jeu de données lié au SCP-106, la chercheuse Sims remarqua un phénomène étrange dans son bureau, pas forcément anormal, mais néanmoins bizarre. Un jouet étrange apparaissait sur plusieurs bureaux de sa section, mais pas en figurine vinyle sur ceux de ses collègues. Il pendait comme un porte-clés au sac ou un pendentif au téléphone. Il semblait y avoir des centaines de variations différentes, que ce soit en couleur ou en style, mais certains détails restaient toujours les mêmes. Silhouette trapue, peau duveteuse sauf au visage, oreilles pointues sur la tête, sourire malicieux révélant des crocs.
Qu'est-ce que c'était que cette chose? Et comment avait-elle pu, d'une manière ou d'une autre, conquérir le monde? Du jour au lendemain, sans s'en rendre compte, elle demanda à une amie ce qui se passait. « Oh, c'est Labubu, on les trouve à ce Pop Mart, tout le monde en a, le mien n'est-il pas adorable ?» La chercheuse Sims trouvait un certain charme à ces poupées étranges, mais encore plus à l'idée d'en posséder une. Sims cherchait à s'intégrer à ses collègues. Elle était tombée sous l'emprise de l'une des forces anormales et malveillantes les plus anciennes, le FOMO, la peur de rater quelque chose. À ce moment, elle décida d'aller au Pop Mart après le travail pour acheter son Labubu, mais cela s'avéra plus difficile que prévu. Les Labubu étaient complètement en rupture de stock au Pop Mart local. C'était un article très demandé. Après tout, il faudrait peut-être attendre au moins 2 semaines avant qu'ils ne reçoivent un nouveau lot. Et même dans ce cas, Sims devrait être en tête de la file. Si elle voulait en obtenir un avant qu'ils ne soient tous vendus, alors elle fit ce que n'importe lequel d'entre nous ferait en période de grande détresse. En explorant le monde louche de la vente en ligne, elle a trouvé un Labubu d'occasion très abordable sur eBay. Peut-être venait-il de quelqu'un ayant eu un doublon en achetant des pochettes surprises Labubu, comme l'ont fait des millions de joueurs. C'était exactement ce que Sims cherchait, un porte-clés Labubu simple en fourrure vinyle marron. Sims n'a pas hésité, elle a acheté son Labubu et a travaillé assidûment en attendant la livraison. Elle savait que sa vie allait changer à jamais, sans toutefois prévoir la manière dont ce changement allait s'opérer. Le temps a filé jusqu'à la livraison, et dès que le Labubu fut entre ses mains, elle ressentit aussitôt un étrange changement. Cette sensation étrange et inquiétante d'une maladie imminente, comme au début d'un rhume. Pourtant, Sims était une carriériste déterminée à la fondation. Elle était résolue à surmonter ces sensations étranges et à faire preuve de résilience face à ce qui semblait n'être qu'une maladie bénigne. Elle n'a jamais lié ces sensations à son Labubu. Ironiquement, si elle avait été plus paranoïaque, elle travaillait dans l'une des rares organisations capables de résoudre son problème dès le début. Elle fit d'étranges rêves et sentit des présences sombres dans sa chambre la nuit, s'approchant d'elle et la touchant pendant son sommeil. Elle avait de la fièvre ou ressentait d'étranges frissons, même dans des climats parfaitement tempérés. Et peu importe où elle allait, elle a commencé à avoir l'impression que quelque chose la suivait, l'observait à distance, et chaque jour, cela se rapprochait de plus en plus. Tout ce temps, son Labubu pendait à son sac, rapprochant l'obscurité affamée. Cela le réconfortait malgré le malaise croissant. Malgré le sourire malicieux de la créature, Sims ignorait pourquoi son Labubu souriait ainsi. Bien sûr, il savait ce qu'elle ignorait. Les choses commencèrent à devenir encore plus étranges. Lors d'un de ses jours de congé, elle prenait le bus pour aller en ville, assise derrière une vieille dame qui tricotait une écharpe sur le siège devant elle. C'est alors que ses pensées terribles envahirent son esprit, une voix dans sa tête qui n'était pas la sienne. Elle suggère de prendre une aiguille à tricoter à la vieille femme et de la planter dans son cou ridé. Sims était effrayé, mais tenta d'ignorer ses pensées intrusives, pensant que cela arrivait à tout le monde. Elle n'aurait jamais envisagé d'agir ainsi. Mais ensuite, c'est revenu, plus fort cette fois, plus persistant. Plante-lui un couteau, plante-lui un couteau, plante-lui un couteau, accompagné de l'image terrible de l'acte en train de se produire. Cela tournait sans cesse dans sa tête, si fort qu'elle a fini par craquer et hurler au milieu du bus. À ce moment, ses pensées se sont calmées et elle est rentrée chez elle, effrayée et honteuse. Le stress au travail la rongeait, alors elle a pris quelques jours de congé maladie. D'autres chercheurs étaient présents sur le site, ils pourraient se débrouiller sans elle. Sims pensait qu'il suffisait de se reposer. Elle vivait avec sa mère, donc elle n'aurait pas à gérer seule les tâches ménagères en se remettant. La chercheuse Sims resta au lit avec son sac à main et son Labubu spécial assis dessous, tissant des vrilles d'obscurité dans son âme vulnérable. Son corps et son esprit commencèrent à changer et à se déformer au cours des jours suivants, sa peau devenant veinée et terreuse. Ses paroles devinrent étranges et cruelles. Sa mère l'entendait crier des horreurs. Au milieu de la nuit, la mère de Sims, une femme profondément religieuse et catholique de toujours, commença à soupçonner que sa fille était peut-être possédée. Comment sa petite fille pouvait-elle avoir le diable en elle? Elle devait agir pour sauver l'âme de la personne qu'elle aimait le plus. La mère raconta au diacre de la cathédrale voisine les horreurs vécues chez elle.
Le diacre, en échange, promit qu'il prendrait contact avec d'autres hommes saints qu'il connaissait et qui avaient de l'expérience dans ce genre de situation. Ce qui nous ramène à l'instant présent, le père McMahon étranglé par le cadavre animé de son mentor, tandis que, dans les yeux terribles et jubilatoires du chercheur possédé, Sims observe la scène. Le laboubou est tout près de ses doigts. S'il l'attrape, il pourra exorciser le mal et sauver l'âme de la femme. C'est pourquoi il est ici. Il tend le bras un peu plus loin, sentant la douleur de chaque muscle et tendon de son bras s'étirer jusqu'à leur limite. Il puise dans toute sa force et sa foi. Au moment crucial, crac, sa trachée s'effondre et sa nuque se brise dans le cadavre. Les mains du père, le père McMahon est mort. Son âme appartient à Labubu maintenant, tout comme celle du père Bridges avant lui. Le démon dans le corps du chercheur Sims pousse un rire tonitruant et victorieux qui fait trembler la pièce, bien que seul le corps du chercheur Sims reste pour l'entendre. Mais le rire du démon n'est pas le seul bruit dans l'immeuble où vivait la chercheuse Sims et sa mère. On entend aussi les lourds pas bottés résonner dans l'escalier et le couloir vers la pièce principale. Une botte tactique défonce la porte et des membres de la force d'intervention mobile, armés de fusils d'assaut, entrent dans la pièce. Leur armure a été renforcée par des runes de protection sacrée et une technologie anti-démoniaque, perfectionnée au fil de décennies d'opérations d'exorcisme de la Fondation. Dans ce genre de situation, le démon en Sims rugit violemment et désigne la force d'intervention mobile. Le père Bridge, la tête à l'envers, se relève avec le père McMahon à la gorge écrasée, tous deux marionnettes de la force monstrueuse présente. Les deux se précipitent vers les envahisseurs, psalmodiant en latin, la bouche dégoulinante de bave noire. La force d'intervention mobile ouvre le feu, déchaînant une pluie de balles à douille d'argent, bénites et imprégnées d'eau sacrée, qui déchiquettent les deux créatures mortes vivantes. Les monstres sont implacables, mais la force d'intervention a des chargeurs grande capacité. Ils tirent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Quand le chef d'escouade crie et que les hommes baissent leurs armes, la pièce est vide, sauf eux. Dans leur zèle à abattre les cadavres attaquants, ils ont aussi criblé de balles sacrées le corps possédé de Sims. Elle pousse ses derniers souffles dans un coin, n'étant plus qu'une coquille, désormais collègue du chercheur Sims. Seuls quelques-uns en congé assistent à ses funérailles. Elle aurait eu une brillante carrière à la Fondation, si elle avait survécu. Des missions de recherche sur SCP-106, le vieil homme, et SCP-682, le reptile difficile à détruire. Et pourtant, la mort est quand même venue la chercher, comme elle le fait pour nous tous, simplement beaucoup plus tôt que ce que quiconque aurait pu imaginer. Lorsque le cercueil descend, une compréhension silencieuse unit les membres du personnel présent. Quelle que soit la cause de la mort de la chercheuse Sims, elle n'était pas naturelle et restait très étrange. Cependant, ils avaient déjà une idée de ce qui se cachait derrière. À 110 km dans une installation sécurisée de la Fondation, scientifiques et gardes veillent jour et nuit au confinement de leur dernière anomalie. La poupée Labubu au regard vide et au sourire figé pendait au sac de Sims quand elle a montré les premiers signes de possession. En examinant les affaires de Sims, ils ont constaté que sa poupée Labubu avait un hume exceptionnel. Signalant un effet de distorsion de la réalité, un agent de terrain a ressenti, en la touchant, un mal de tête, une nausée, un bourdonnement profond au crâne, un goût cuivré de sang et une aura très malveillante. Labubu. Et il fallait la mettre sous clé et l'entourer d'ancrage de réalité Scranton, aussi vite que possible, le chercheur. Une fois, un ami de Sims a fixé le gobelin en plastique souriant derrière la vitre de confinement, et un malaise insidieux s'est emparé de lui. S'agissait-il d'une entité démoniaque liée uniquement à ce Labubu que le chercheur Sims avait acheté en ligne? Où étaient donc les Labubu? Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Regardez une autre entrée des dossiers du Dr Bob. Comme les dents du SCP-2450.